Salut, c'est le Doc, on est week-end et comme tous les week-ends depuis quelques semaines, nous allons faire la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 785. Alors, il y a eu une semaine sans One Piece à cause de la Golden Week, et vu comment s'était terminé le chapitre 784 avec le Gear 4, bah tiens justement, ça rime, on peut voir qu'on en avait pris plein la gueule et l'attente avait été vraiment longue. Et on peut dire qu'encore une fois, on est super surpris avec le chapitre 785, car Eiichiro Oda nous montre que l'univers de One Piece n'est pas figé, n'est pas immuable. Et ça, c'est vraiment excellent. Par contre, ce chapitre a quelques erreurs, il y a quelques trucs que j'ai pas appréciés. De toute façon, ça, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc, c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 785. Alors avant de commencer de parler en détail du chapitre, j'aimerais revenir sur la mini-série qu'on avait au début, mini-série qui était quand même pas mal chiante. Je trouve même que c'était la pire qu'on avait eue. On avait atteint des trucs vraiment excellents avec par exemple NR ou encore le CP9, et là avec Jinbei, c'était quand même assez mou. Le seul truc vraiment important qu'on avait eu, c'était par exemple par rapport à la poneglyphe. Poneglyphe d'ailleurs qu'on voit qui est emballé sur la tête de... Ah merde, je me rappelle plus son nom. Bon, enfin bref. Donc c'est sûr que Jinbei va aller rejoindre l'équipage de Mugiwara. Je pense que ça va être justement à la fin de l'arc Dressrosa pour donner la poneglyphe à Robin et qu'elle puisse faire la description et la traduction. Maintenant, savoir si Jinbei va rejoindre tout de suite l'équipage ou s'il a encore, comme il avait dit, quelque chose à faire, là, c'est Eiichiro Oda qui a la réponse. Mais parlons du chapitre 785, ce chapitre qui est vraiment excellent. Encore une fois, Eiichiro Oda, comme je l'ai dit dans mon intro, montre que l'univers de One Piece n'est pas immuable et n'est pas figé. Et encore une fois, il nous surprend et ça, c'est vraiment excellent. Dans le chapitre 784, il avait remis en question la notion de haki. Alors je ne vais pas détailler ça ici, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait. Et là maintenant il remet en question la notion même de fruit démon avec un stade qui peut être éveillé, et ça c'est vraiment génial. Alors je vais expliquer ça en détail les gars, accrochez-vous. Alors premièrement, déjà, la notion de fruit démon éveillé n'est pas quelque chose de nouveau, de propre à l'arc Dressrosa. On en avait entendu parler dans l'arc Impel Down par rapport à Crocodile, qui avait expliqué que les Zoan éveillés, c'était les gardiens en niveau d'Impel Down. Nous en avions 4 à l'époque, qui étaient le rhino, le koala, si je dis pas de conneries, le minotaure et la girafe. Et on pensait qu'il n'y avait seulement que les fruits Zoan qui pouvaient être éveillés, car vu que c'était des fruits animaux, on pouvait penser que le fruit démon avait une sorte de conscience qui était mélangée par rapport au possesseur du fruit, ce qui donnait une version hybride du personnage qui était tout le temps figée, qui permettait de donner une grande force à l'hybride et aussi une très grande régénération. D'ailleurs, un autre personnage avait aussi un aspect éveillé de son fruit démon, c'est par exemple Chopper qui, grâce au Rumble Ball, permettait de créer le personnage Monster Point. Et on voyait bien que c'était un fruit éveillé parce que Chopper était vraiment gigantesque, avait énormément de force et pareil, avait un taux de régénération énorme. Là par contre, notre père Dofla, lui, il a réussi à éveiller son fruit démon qui est un fruit paramécia. Et en quoi ça fout la merde qu'on ait le fruit démon éveillé au niveau d'un paramécia? Pourquoi ça change la notion même de fruit démon qu'on pensait pour acquis? Et bien tout simplement, le fruit paramécia maintenant va se rapprocher d'un fruit logia. Je m'explique. Le fruit paramécia, il y en a 3 types. Il y a premièrement le corporel, comme on peut voir par exemple à Luffy, où il a pris le Gomu-no qui est le fruit du caoutchoutier, et donc son fruit son fruit lui permet d'avoir un corps en caoutchouc. Donc là on est vraiment dans le corporel. Après on a un deuxième type de fruit paramécia qui est le productif. Et là c'est exactement ce que nous avons par rapport à Doflamingo. C'est-à-dire que Doflamingo, oui c'est ça, crée des fils par rapport à ses mains.
tout ce qu'on a vu qu'il faisait, c'était vraiment par rapport à ses doigts. Par exemple, quand il fait sa marionnette, c'est par rapport à ses doigts. Quand il fait la birdcage, il met son doigt en l'air. Quand il crée par exemple le fouet ou quand il vole dans les airs, c'est quand il envoie des fils, un petit peu à la Spider-Man, au niveau des nuages. Donc là, il produit du fil, mais il n'est pas du fil. Et enfin, le dernier type de fruit paramécia que nous avons, c'est ce que j'expliquerai, c'est le fruit démon environnemental. Pourquoi? Parce que le fruit démon permet d'avoir une interaction avec tout ce qui l'entoure, que ce soit des objets ou que ce soit par exemple des personnages. Et ça, nous avons un parfait exemple avec Barbe Blanche qui lui permettait de faire des séismes ou permettait par rapport à des vibrations de niquer la gueule de ses adversaires. Et donc ce qui est important, c'est que le fruit paramécia peut être l'un des 3 types, mais ne peut pas être les 3 en même temps. Donc on avait vraiment un choix, contrairement au Logia, qui lui permettait d'avoir les 3 types. Par exemple, nous avions Crocodile, qui lui permettait d'être en sable, il permettait de créer du sable, et au niveau environnemental, permettait de contrôler, par exemple sur Albesta, le sable qui était environnant. Et là, le père Dofla, il nous montre qu'avec son fruit éveillé, il peut aussi interagir sur son corps, comme il le dit, et interagir sur son environnement. Et donc, on voit parfaitement dans ce chapitre que les buildings, les immeubles, tous les décors qui sont tout autour se transforment en fils et peuvent vraiment attaquer Luffy avec. Et ça, c'est absolument dingue, car nous nous rapprochons, comme je l'ai dit, d'un fruit Logia. Et le Logia, en tant que fruit de démon super cheaté et super badass, n'a plus lieu d'être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de dingue. Alors c'est sûr, c'est pas le premier pécor venu qui va bouffer un fruit paramécia qui va pouvoir obtenir le stade éveillé de son fruit. Là, on a par exemple Doflamingo qui contrôle son fruit depuis 20 ans. Et on peut remarquer aussi que c'est quelqu'un qui est très intelligent. Donc je pense qu'il a dû bosser comme un malade pour pouvoir obtenir ce stade. Et d'ailleurs, il le montre bien quand il le dit à Luffy, qu'il ne maîtrise pas, encore une fois, son fruit démon à la perfection. Et encore une fois, Doflamingo, en plein combat, en s'en étant pris plein la gueule, arrive encore à narguer Luffy et surtout analyser le stade où est par exemple Luffy par rapport à son Gear 4. Alors c'est sûr, pour l'instant on ne sait pas encore comment se maîtrise le mode éveillé. Est-ce que par exemple le possesseur de fruit démon doit parler avec le fruit démon? Est-ce que le fruit démon a une conscience? Un peu comme dans Bleach, quand le détenteur du Zanpakuto devait parler avec lui pour pouvoir déclencher son pouvoir, connaître son nom, etc. Donc là, vraiment plein d'interrogations, et ça c'est vraiment pas mal, mais je suis sûr que Ichiro Oda va nous amener ça logiquement, et c'est un truc qui a été mûrement réfléchi, c'est pas un power-up qui a été amené, et basta, maintenant ils peuvent être éveillés, et on s'en fout. Par contre, si Ichiro Oda nous dit qu'il y a un mode éveillé, il est sûr et certain que Luffy va l'obtenir peut-être dans une centaine de chapitres. Et là justement j'ai pensé quel pourrait être l'avantage à Luffy de pouvoir un fruit démon éveillé. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, là en ce moment il est en mode corporel, c'est-à-dire qu'il a un fruit démon paramécia corporel, son corps est en caoutchouc. Donc il pourrait devenir aussi un productif. Donc le défaut pour moi de Luffy, c'est-à-dire qu'il doit toujours au niveau du combat rentrer en corps à corps, il doit toujours toucher la personne. Et au niveau des armes contendantes, il n'y a pas de problème, mais par contre pour une personne qui a un sabre et qui pourra avoir bien sûr du haki sur le sabre, là il va être franchement dans la merde, même avec un Gear 4. Donc là je vois comme un peu, je sais pas si vous vous rappelez de Ace par rapport à son fruit démon, où il avait les sortes de doigts comme ça, puis ça lui permettait de tirer des balles de feu. Là moi j'imagine parfaitement Luffy tirer des sortes de petites balles de caoutchouc, peut-être même recouvertes de haki, et pouvoir vraiment toucher une personne à distance. Ça pourrait être vraiment excellent. Et au niveau du fruit démon, je dirais environnemental, on peut parfaitement se rapprocher de ce que fait Doflamingo en ce moment, c'est-à-dire que Luffy transforme le décor en caoutchouc, et là on va se rapprocher un petit peu de ce qu'il y a dans les combats de catch. Je sais pas si vous vous rappelez, souvent ce qu'on voit, c'est-à-dire que le mec il fout un coup de poing à un adversaire, l'adversaire se retrouve catapulté dans les cordes, prend la torsion des cordes et après est catapulté contre l'adversaire, et l'autre a juste qu'à lui foutre un putain de coup de latte dans la gueule ou de coup de poing. Là on peut voir exactement la même chose avec Luffy, c'est-à-dire que Luffy foutrait une sorte de bazooka au mec, le mec est catapulté dans un décor, il rebondit dans le caoutchouc, donc absorbe la force du caoutchouc,
et renvoyer vitesse Mach 4, et là et l'autre il se reprend un coup de latte dans la gueule, un truc de dingue. Je sais pas si vous avez compris un petit peu le truc. Donc ça c'est par exemple des petits exemples qu'on pourrait avoir par rapport à un fruit éveillé, et je suis sûr que Ichiro Oda va encore nous surprendre plein de fois. Alors j'en ai vu certains qui ont parlé un petit peu sur les forums de dire putain Luffy pendant 2 ans, encore une fois il a rien foutu, il arrive à atteindre le Gear 4 et là il se fait complètement presque niqué par Doflamingo, parce que Doflamingo il a presque rien fait là avec cette notion d'éveillé, mais je pense qu'on va voir des trucs plus tard. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est que Luffy, quand il a eu les 2 ans c'est déjà pour maîtriser le haki, et on voit parfaitement la notion de haki qu'il a, et d'ailleurs il a même surpris Doflamingo en ayant un nouvel état de haki de l'armement qui est modulable par rapport à son fruit démon caoutchouc. Et en plus, il a été avec Rayleigh, pas pendant les 2 ans, c'est-à-dire pendant les 2 ans, Rayleigh n'a pas été avec lui pour tout lui apprendre. Il lui a appris les bases du haki, et après il lui a dit bon allez garçon, maintenant tu te débrouilles par toi-même, moi j'ai des trucs à faire. Et c'est exactement ce qu'on voit par rapport au nom des attaques. Tous les noms des attaques, comme j'ai dit la dernière fois, et par rapport à des animaux. Donc c'est vraiment sur l'île où il a dû être une sorte d'autodidacte, créer lui-même ses attaques, et c'est ça qui est vraiment génial avec One Piece. C'est pas, il n'a pas eu un mentor qui lui a tout appris, c'est vraiment quelque chose qu'il a par lui-même, et c'est vraiment la mentalité de Luffy qui se répercute par rapport à son fruit, et ça, il y a une sorte d'authenticité par rapport au personnage qui est vraiment excellent. En plus, la dernière chose, c'est que comme je l'ai dit, Doflamingo a la conscience de son fruit depuis 20 ans, et il était avec pas mal de personnes qui avaient une certaine intelligence. Donc c'est sûr qu'il a pu créer, il a pu trouver des états normaux de son fruit démon et arriver jusqu'au niveau éveillé, contrairement à Luffy qui lui a son fruit démon depuis pas beaucoup de temps, depuis peut-être une quinzaine d'années, mais Luffy lui c'est un mec qui s'en fout totalement, donc lui il va pas penser à retirer le maximum de son fruit, il va seulement essayer de l'améliorer que seulement quand il se trouve au pied du mur qui dit putain là j'ai un problème, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et par rapport à ça, le niveau de stade éveillé va peut-être être aussi amené par rapport à Chopper. Peut-être que Chopper va créer une sorte de random ball pour Luffy qui va lui permettre d'éveiller son fruit démon par exemple. Enfin bref, il y a tellement d'ouverture, il y a tellement de possibilités que ça va encore permettre de faire plein de théories. Donc voilà, plein de trucs en effet à dire par rapport à ce stade éveillé qui était quand même assez important et qu'on ne pouvait pas passer dessus en 5 minutes. Maintenant, au niveau de Luffy, on voit qu'il y a un problème au niveau de son haki. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui a amené. Quand on voyait dans les autres épisodes, dans les autres scans, on pensait que la personne pouvait maintenir un niveau de haki presque indéfiniment au niveau par exemple de l'observation, et au niveau, on se doutait qu'au niveau de l'armement c'était une concentration qui devait être faite, et là l'eau nous explique que Luffy utilise beaucoup trop son haki. Donc je pense que ça va être là que l'on va avoir justement la répercussion, l'effet négatif de son Gear 4. Et je vais y revenir plus tard, il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné par rapport aux sortes de tweets par rapport aux 20 minutes. C'est-à-dire qu'à un moment, Luffy nous explique que le Gear 4 va bientôt se terminer et qu'il fout la patate tout de suite. Et après, on a un tweet de 20 minutes pour dire qu'il a encore eu un combat qui a duré 20 minutes. Donc ça, c'est quand même assez bizarre, mais j'y reviendrai vraiment à la fin. La dernière chose par rapport à Luffy que j'ai trouvé vraiment excellent, c'est Ichiro Oda qui nous montre une sorte de petit clin d'œil par rapport à Dragon Ball Z, par rapport à Akira Toriyama, et ça c'est vraiment génial. En effet, la dernière attaque qui est vraiment excellente, qui est le lion bazooka, d'ailleurs je m'attendais vraiment à une attaque par rapport au lion, car quand on voit qu'il quitte l'île, on voit qu'il y a un crocodile, d'ailleurs je pense qu'il va y avoir aussi une attaque par rapport au crocodile, on voit qu'il y a le gorille, le crocodile, on avait vu aussi l'éléphant qui était au tout départ de l'île, par rapport au début des 2 ans, et on avait bien sûr le lion. Donc là, l'attaque du lion, le roi des animaux, c'est parfaitement normal. Et c'est une putain d'attaque absolument gigantesque. Et d'habitude, quand il fait le bazooka, on voit qu'il met les mains comme ça. Et là, par rapport à son lion bazooka, on voit qu'il met les mains comme ça. En plus, je sais pas si vous voyez l'image, c'est vraiment par rapport à l'arrière, comme on avait souvent l'habitude que Akira Toriyama met toujours une caméra, une sorte de contre-plongée par le haut ou alors par le bas. C'est-à-dire qu'on avait toujours la dimension et l'axe au niveau du caméra. Et là, c'est parfaitement ce que l'on voit par rapport à Luffy qui envoie un lion bazooka vers le bas et qui envoie Doflamingo valdinguer au niveau de l'immeuble, un truc de dingue absolument jouissif.
Maintenant, est-ce que Doflamingo est KO? Est-ce qu'il est out? Non, non, non. Malgré le petit message qu'on a à la fin, les petits messages qui sont mis à la fin, c'est pas Ichiro Oda qui les met, ça c'est les éditeurs. Et encore une fois, ils essayent de nous faire une sorte de cliffhanger, nous dire putain, ça y est, Doflamingo, il est presque crevé. On avait exactement eu le cas à chaque fois avec l'eau, et l'eau, il n'était pas crevé. À chaque fois, on avait toujours un petit truc qui s'amenait. Donc là, pour moi, Doflamingo est encore vivant et va encore faire quelque chose d'assez nain. Et je pense qu'au prochain chapitre, on va vraiment avoir la fin de Gear 4. Pourquoi je pense que justement que Doflamingo est encore conscient et va encore amener une partie de combat. Premièrement, par rapport à la Birdcage. Zoro, là par contre on ne sait pas du tout ce qui se passe exactement avec Zoro. Est-ce que Zoro veut détruire la Birdcage? Est-ce qu'il veut seulement la ralentir? Est-ce qu'il veut l'annuler? Ça on ne le sait pas du tout. Là aux dernières nouvelles il veut l'annuler. Enfin il veut pas l'annuler, il veut seulement le ralentir. Donc s'il veut le ralentir, ça veut dire qu'il ne peut pas la détruire. Donc la fin, ouais, je dis beaucoup de donc là dans cette vidéo je trouve. Enfin bref. La cage va être annulée seulement que quand Doflamingo sera out. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est amené par rapport à Zoro. Et vu qu'il veut ralentir la Birdcage, je pense qu'on va encore avoir un petit moment au niveau du combat. En plus, on a encore une autre réponse par rapport à la Birdcage. Savoir si la Birdcage est centralisée par rapport à l'île Dressrosa ou si elle est centralisée par rapport à Doflamingo. Et là, on voit parfaitement que la Birdcage est centralisée par rapport à Doflamingo. Au début, on voit qu'il est sur la colline avec son palais et on voit que la Birdcage est bien centrée par rapport à l'île, mais centrée par rapport à la colline où est Doflamingo. Et là, Doflamingo, quand il s'en prend plein la gueule et qu'il va se retrouver dans la sorte de statue de Pika, on voit que la Birdcage est carrément déplacée à l'est, ouais c'est ça, à l'est de l'île. Donc ça montre parfaitement que c'est Doflamingo qui est encore responsable de la Birdcage et qu'on doit niquer sa gueule à Doflamingo pour pouvoir annuler cette putain de Birdcage. Au niveau de Zoro, il y a aussi eu un petit truc qui était vraiment excellent, c'est-à-dire que Zoro, il y a un gag qui est récurrent depuis des centaines et des centaines de chapitres, c'est-à-dire qu'il a aucune notion de l'orientation. Et là, quand Franky le voit arriver, il est en train de dire Zoro, à l'est, c'est pas à l'est que tu dois aller de l'autre côté. Et là, pour une fois, Zoro a vraiment conscience de l'endroit où il va aller. Et je trouve que là, c'est une sorte de petit pied-nez. Et j'ai trouvé ça vraiment très comique. D'ailleurs, c'est le seul passage comique qu'on a eu au niveau de ce scan. L'autre chose maintenant par rapport à Franky, et c'est vraiment, maintenant que j'y pense, il s'est passé énormément de trucs pendant ce chapitre. Franky remarque que l'usine de Smile est faite en granit marin, donc les fils de Doflamingo et la Birdcage ne peuvent pas détruire cette usine. Et justement, à un moment, on voit que Franky réfléchit et qu'il va peut-être pouvoir utiliser justement cette usine de Smile, et ça va peut-être être comme une sorte d'arche de Noé, d'arche de Franky, c'est-à-dire qu'il va demander par rapport à Fujitora peut-être, d'amener tous les civils qui ont été rassemblés et de les mettre dans justement cette usine pour qu'ils puissent être sauvés. Et justement là, en parlant de... je vais trouver mes mots, en parlant du peuple de Dressrosa, on va rebondir sur l'un des passages vraiment importants, c'est le message du roi Riku. Alors ce roi Riku, roi que j'avais trouvé complètement fade, complètement out, par exemple comparé au roi de Dressrosa, qui lui avait énormément de charisme. Là on voyait que c'était un roi qui n'avait pas du tout réussi à se remettre de son viol qu'il avait eu il y a 10 ans par Doflamingo, et c'était quelqu'un qui était un petit peu dépassé. On l'avait vu quand il était au niveau des sous-sols du Colisée, on voyait qu'il avait enlevé son casque, on voyait que tout le monde était à genoux par rapport à lui, mais il ne ressentait pas son aspect de roi, et je pensais vraiment que ça allait être Kyros qui allait vraiment devenir le roi, et que lui, à la fin de l'histoire de Dressrosa, allait partir. Et là, là, il nous fait un petit peu un remake pour ceux qui connaissent, du général de Gaulle par rapport à l'appel du 18 juin. C'est-à-dire que même si tout s'annonce mal, même si tout
part à Valo et qu'on va tous crever, que tout le peuple est complètement désespéré. Mention spéciale d'ailleurs pour la grand-mère qui était prête à crever, puis après on la voit sprinter. Je pense même qu'elle a dû battre le record du monde du 100 mètres. C'est-à-dire que le roi Ricouille, enfin, il s'aperçoit qu'il a des putains de couilles et qui va expliquer que même si tout semble désespéré, même si la fin est proche, il y a encore un espoir. Et là, on a un thème récurrent par rapport à la notion de cage, mais de cage dorée, c'est-à-dire que le monde tel qu'il était de Dressrosa avant était un monde idyllique, mais seulement en apparence, qu'il y avait plein de choses sombres derrière. On reprend aussi le thème de Doflamingo par rapport au Pontin, c'est-à-dire qu'il contrôlait vraiment tout le monde et que les gens avaient seulement l'illusion d'être libres, et que en vérité ils étaient tous manipulés involontairement par Doflamingo, et il dit justement que la seule personne qui reste c'est le roi actuel Doflamingo et qui va se faire latter sa race par rapport à Luffy, et que même les différents lieutenants et les différents as de la famille Doflamingo sont maintenant out. Et la chose qui est vraiment excellente, c'est de dire qu'on voit un changement de mentalité par rapport au roi Dressrosa. On avait eu une fois un speech entre sa fille Violette et le roi Riku, où le roi Riku était blasé au niveau des, des pirates. En un sens, je reviens là-dessus, vu comment s'était fait violer en l'espace d'une nuit, on peut parfaitement comprendre qu'il avait plus confiance au niveau des pirates, et donc il ne pensait pas que Luffy pouvait faire quelque chose de complètement détaché. C'est-à-dire que Luffy, encore une fois, n'a aucun intérêt normalement à aider Dressrosa. En quoi ça va lui apporter quelque chose? Normalement c'est un pirate, il n'en a absolument rien à battre. Mais il fait ça par rapport à son cœur, et il fait ça aussi par rapport à sa mentalité. Et encore une fois, je pense que l'arc Dressrosa bien sûr va bien se terminer, et tout comme l'île des hommes poissons, l'île de Dressrosa va être sous l'égide, sous la domination de Luffy. Alors c'est sûr aussi, là je reviens sur le dernier passage au niveau du speech, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de pages, et vu la tension qu'il y avait par rapport au combat, c'est sûr que moi aussi ça m'a un petit peu gêné qu'il y ait autant de pages. Ça aurait pu être fait en 3 pages, ça aurait été parfait. Mais on a quand même de l'émotion, on a vraiment quelque chose de concret, quelque chose qui a vraiment son importance. Ça apporte vraiment de l'importance par rapport au roi Riku, et rien que pour ça on ne peut pas l'annuler. La dernière chose maintenant qu'on a aussi au niveau de ce chapitre et qui est absolument dingue, c'est le retour de Jésus. Bon, pas le mec qui a été crucifié et qui est en maillot de bain à la style Frankie. Non, je parle du bras droit de Barbe Noire. Et là, encore une fois, on s'aperçoit que c'était lui qui était la menace qu'avait vu Koala. Et Koala avait vraiment eu les boules et elle s'était cachée. Donc ça veut dire pour moi que Jésus Burgess avait fait quelque chose de vraiment peut-être écœurant et de vraiment sadique. On remarque aussi au niveau de son sac qu'il a sur le dos, le sorte de toile, c'est un tissu qui ressemble énormément au motif des fruits démons. Donc pour moi, Burgess est ici pour récupérer plein de fruits démons, justement les fruits Smile, mais aussi peut-être des fruits démons de certains utilisateurs. Peut-être que Barbe Noire a appris à Burgess, malgré que ce mec-là a pas l'air tellement intelligent, a appris la technique pour pouvoir extraire le fruit démon d'un personnage. Par exemple, il a peut-être pu prendre le fruit démon des frères Funky, et je pense que quand il doit enlever le fruit démon d'une personne, il ne doit pas faire ça dans la dentelle. Donc c'est peut-être ça qui a foutu les boules au niveau de Koala, au niveau du sous-sol. Même au niveau du sous-sol, il y avait aussi d'autres personnes, il y avait d'autres combattants. Donc peut-être qu'il y avait d'autres combattants qu'on n'avait pas vu qui avaient des fruits démons. Et le père Burgess nous a fait un petit peu à la Mortal Kombat, a été choper le fruit démon justement de ses utilisateurs. Et là on le voit arriver en haut, au niveau je pense du 3e étage, et là il voit le combat entre Doflamingo et au niveau de Luffy, et là il est en train de se dire j'y vais ou j'y vais pas. Il attend sûrement que les deux personnages soient vraiment au niveau, soient hyper diminués pour pouvoir y aller, les tuer et choper les fruits démons. Et je pense que c'est là justement que va apparaître Sabo. Sabo a une dent contre Barbe Noire. Pourquoi? Tout simplement parce que Barbe Noire est l'instigateur à la base de la mort de Ace. C'est-à-dire que si Ace a crevé à Marineford, désolé pour le spoil, ceux qui n'auraient pas vu, chose que je doute d'ailleurs, c'est-à-dire que si Ace est mort, c'est à cause
de ce sale fils de pute de Barbe Noire. Oui, on peut entendre, encore une fois, que je déteste ce personnage, pas parce qu'il a des chicots, tout simplement parce que ce mec est indie et c'est un mec qui est vraiment fourbe. Sabo sait que c'est à cause de Barbe Noire que Ace est mort, donc en faisant le combat contre Burgess, il pourra mettre en place déjà une début de vengeance, parce que moi je serais Sabo et mon frère serait mort à cause de Barbe Noire. Je voudrais vraiment éradiquer l'équipage de Barbe Noire, faire une vengeance, les faire souffrir, etc. Je reviens aussi une dernière fois par rapport au Fruit Démon qui est en train de choper Jésus. Je pense que Barbe Noire est en train de se constituer une putain d'armée où il y aura plein d'utilisateurs de Fruit Démon et ça va peut-être faire un truc de dingue. Je pense qu'on aura une fin de One Piece dans des centaines d'épisodes qui pourraient être vraiment, vraiment badass. Donc là, vraiment, ce que je pense par rapport à Burgess, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a vraiment sûrement un très très bon combat qu'on va avoir par rapport à Sabo et ça, franchement, j'ai vraiment hâte de le voir. Alors voilà, il y avait vraiment du stock à dire sur tout ça. Je suis peut-être encore parti sur une vidéo de 30 minutes, décidément, j'arrive jamais à me limiter. Alors par rapport à tous les éléments qu'on a pu voir avant, il y a toujours des petits trucs qui sont planqués à droite et à gauche. Déjà, il y avait eu le speech qui était pas mal entre Cavendish et Law. J'ai trouvé Bartholoméo vraiment excellent, on le voit torse nu et on le voit super baraqué, ça me fait plaisir parce que j'adore vraiment ce personnage. Aucune nouvelle du CP0, on ne sait pas s'ils sont toujours là, ceux qui foutent. Et ma petite déception, c'est par rapport à l'amiral Fujitora. Fujitora est vraiment pour moi un amiral vraiment charismatique, car c'est un amiral qui a certes un sens de la justice, mais il n'est pas aussi exacerbé comme Akenu où là c'est 0 ou 1. Lui, il a quand même certaines notions, Fujitora a quand même certaines notions de la justice et peut comprendre qu'un pirate peut parfaitement l'aider. C'est ce qui se passe par exemple avec Luffy. Mais je trouve qu'il est mal mis en avant. Il avait pareil, il avait ce côté insouciant, il faisait un petit peu de conneries, il avait énormément de pouvoir. Et je trouve que justement il est un petit peu relégué en sorte de casque bleu et ça me fait vraiment chier. J'aurais bien aimé que Ichiro Oda lui donne plus d'importance. Donc ça c'était par rapport à tout ce que j'ai aimé par rapport à ce chapitre. Par contre, ce chapitre a aussi des trucs qui m'ont pas plu. Comme je vous l'ai expliqué, je suis un vrai fanboy de One Piece, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai cette chaîne One Piece Passion, mais je ne suis pas aveugle par rapport au travail d'Ichiro Oda, et des fois, il fait des petits problèmes, il y a des petits trucs dans ces chapitres qui me font un petit peu tiquer, qui me font un... j'aime pas trop. Premièrement, ça c'est au niveau du design, donc je suis sûr qu'au niveau du design, il y a toujours des petites erreurs, quoi que ce soit. Quand il fait son lion bazooka, on voit que Luffy a récupéré ses tongs. Donc il arrive à faire le combat contre Don Flamingo et il arrive à refoutre ses tongs. Donc ça c'est vraiment bizarre, surtout qu'on voit qu'il est en l'air puis qu'il fout toujours des sortes de pression avec l'air pour pouvoir rester en l'air. Donc je trouve que le coup des tongs, ça c'est mal vu. Après on voit au moment où Don Flamingo par rapport à son fruit éveillé crée une sorte d'attaque avec des sortes de fils qui sortent du sol. Et là on voit Luffy qui est complètement surpris par rapport à cette attaque. Il n'a pas à être surpris le garçon car il s'est déjà chopé cette attaque dans le chapitre 790 comme vous pouvez voir ici. Donc là encore une fois un petit truc qui n'a pas de logique. Et enfin le truc qui m'a le plus fait chier, et ça c'est complètement illogique, c'est les 20 minutes. Au début du chapitre quand Doflamingo lui explique que son fruit démon il a un contre-coup et qu'il ne le maîtrise pas assez parce qu'il arrive déjà sur la fin. On voit que Luffy dit « faut vraiment que j'aille vite car j'arrive sur la fin de mon pouvoir ». Et là, quelques pages après, on voit que c'est marqué 20 minutes plus tard. Et 20 minutes plus tard, il est encore en guerre 4. Je m'excuse, mais quand tu dis que ton fruit est vraiment en fin, normalement tu dois avoir 3-4 minutes. Je sais pas si au niveau des combats, vous vous rendez compte de ce que c'est 20 minutes. Au niveau des patates, au niveau des combats, au niveau déjà de la puissance, au niveau de la vitesse, putain, en 20 minutes, il a l'occasion de foutre un millier de coups facile. Et on voit en plus au début du chapitre que Luffy est essoufflé. Donc là, le coup des 20 minutes me paraît vraiment, vraiment bizarre. J'espère franchement que dans les prochains chapitres, on va avoir un petit tweet, on va avoir une sorte de petit flashback qui va pouvoir éclairer. Parce que ça, pour l'instant, ça me reste un petit peu au travers de la gorge et je trouve pas ça logique. Je trouve pas ça logique tout simplement. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de l'analyse. C'est vraiment une analyse que je fais à chaque fois, analyse critique de ce scan, un scan que j'ai adoré, qui remet encore une fois
plein de projets, plein de théories par rapport aux fruits démons. Ça c'est vraiment pas mal, ça me fait d'ailleurs penser qu'il faudra que je fasse une vidéo pour vraiment expliquer en détail les fruits démons. Comme ça, si vous avez des questions, ça vous permettra de regarder cette vidéo. Encore une fois, ça me fait vachement plaisir que vous regardiez cette vidéo, et des commentaires du genre que vous regardez la vidéo en entier me fait super plaisir, car ça montre que j'arrive quand même à mettre un certain rythme dans cette vidéo qui vous permet de pas trop vous faire chier, et ça me fait super plaisir. Encore une fois, merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne One Piece Passion TV. Merci de venir aussi sur mon site, sur ma page Facebook, sur mon Twitter que j'utilise pas beaucoup, par contre ça je m'excuse. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!